Alors, l'ancien président syrien, renversé par la coalition terroriste impérialiste, en ce mois de décembre 2024, Bachar el-Assad s'est exprimé aujourd'hui. Bachar el-Assad explique les circonstances dans lesquelles il est tombé et comment il s'est retrouvé en Russie. Il dit qu'il a quitté Damas tôt le matin du 8 décembre pour se réfugier dans la base que les Russes ont en Syrie, la base de Himaymim. Mais il n'avait pas quitté Damas dans le but de fuir. C'était pour voir s'il pouvait mieux réorganiser ses troupes en se mettant à l'abri, lui en tant que chef suprême des forces armées, se mettant à l'abri dans une bonne base militaire pour mieux réorganiser ses troupes et organiser la contre-attaque. Il dit ensuite que quand il est arrivé dans la base russe de Himaymim, les attaques de ses ennemis, les terroristes d'Al-Qaïda, soutenus par Israël, les États-Unis et toute la coalition de l'OTAN, les attaques se sont redoublées sur la base. Ils ont concentré des attaques de drones sur la base, obligeant les Russes, pour préserver sa sécurité à lui, Bachar el-Assad, à le déplacer. Mais Bachar el-Assad ajoute un troisième détail qui m'intéresse beaucoup, parce que ça correspond à ce que je vous ai expliqué. Il dit que les Russes ont décidé de l'évacuer quand il a été vérifié que les unités combattantes de l'armée syrienne avaient toutes renoncé au combat. Or, je vous ai dit que Bachar el-Assad a refusé que l'Iran vienne intervenir militairement. Il a refusé d'appeler à l'intervention militaire de l'Iran. La Russie a refusé finalement d'intervenir au sol. Pourquoi? Parce que l'armée syrienne a refusé de combattre. L'armée syrienne n'a pas été vaincue parce qu'elle est plus faible que les terroristes, mais parce qu'elle a été corrompue. La hiérarchie de l'armée syrienne a été corrompue. Donc quand Bachar el-Assad demandait à l'armée de combattre, les chefs déjà corrompus par les terroristes et leurs alliés israéliens et occidentaux, les chefs ont donné des ordres contraires. Voilà pourquoi les Russes, par exemple, ont reconstitué de nombreuses vidéos d'unités entières de l'armée syrienne qui se déshabillent, déposent les armes et les munitions par terre et rentrent à la maison. Donc Assad s'est rendu compte qu'il avait été lâché par les commandants de son armée. Ce ne sont pas tant les terroristes qui ont vaincu l'armée syrienne que l'armée syrienne qui s'est livrée aux terroristes. Elle s'est livrée aux terroristes parce qu'elle ne voulait plus soutenir Assad pour des raisons endogènes à l'histoire de la dictature des Assad. Mais elle s'est aussi livrée parce qu'elle a été corrompue par les chefs des organisations terroristes et les puissances qui sont derrière. Et qui sont essentiellement les puissances de l'OTAN. Quatrième idée clé qui nous est révélée par Bachar el-Assad. Bachar el-Assad ne passe pas par 4 chemins. Ce ne sont pas des rebelles, ce ne sont pas des opposants politiques qui ont pris le pouvoir à Damas. Bachar el-Assad dit que ce sont des terroristes soutenus par Israël et les grandes puissances occidentales. Et nous qui sommes des observateurs, nous voyons que c'est vrai. Car en fait, si les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas l'ont pris parce qu'ils étaient militairement forts, posez-vous une question toute simple. Pourquoi Al-Joulani Mohamed, qui est donc le nouveau chef de Damas, pourquoi est-ce qu'il ne mène pas une guerre de résistance contre les plus de 500 bombardements israéliens? Si Mohamed Al-Joulani, le chef terroriste qui a pris le pouvoir à Damas, était un patriote syrien, que devrait-il faire? Il devrait, ipso facto, être en train de défendre le territoire syrien contre l'agresseur israélien. Or, qu'est-ce qu'on observe? C'est que Al-Joulani facilite l'agression d'Israël. Al-Joulani, en fait, se comporte très clairement comme un agent d'Israël à Damas. Il a pris le pouvoir à Damas pour faciliter la destruction de l'État syrien par Israël. Et c'est ce que précise clairement Bachar el-Assad. Mais moi, je n'avais pas besoin de Bachar el-Assad pour le comprendre. Quand j'ai vu l'accélération des bombardements israéliens sur la Syrie, et j'ai observé que Al-Joulani, dans aucun discours, ne demande à la résistance, n'appelle à la résistance contre Israël. Al-Joulani, dans aucun discours, ne demande à Israël de cesser ses bombardements et ne demande à ses hommes de défendre l'État syrien. Mais j'ai compris qu'en fait, Al-Joulani, c'est l'armée israélienne avancée.
Les propos de Franklin Niamsi concernant la chute présumée du président syrien Bachar el-Assad, exposés dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, suscitent un intérêt certain en raison de la complexité géopolitique et militaire qui entoure le conflit syrien. Niamsi affirme qu'Assad aurait été renversé par une coalition terroriste en décembre 2024 et détaille des circonstances intrigantes qui révèlent des éléments internes et externes liés à cette chute. Cette analyse critique vise à évaluer la véracité, la pertinence et les implications de ces déclarations tout en les replaçant dans leur contexte historique et géopolitique. L'un des points centraux avancés est la fuite d'Assad vers la base militaire russe de Memim pour tenter de réorganiser ses forces armées. Selon Niamsi, ce déplacement n'était pas initialement une fuite, mais une tentative stratégique pour contre-attaquer. Cependant, cette version soulève plusieurs questions. Tout d'abord, l'idée que le président d'un État en pleine guerre civile puisse se déplacer en toute sécurité dans un contexte aussi volatile est surprenante. Les forces russes opérant en Syrie, bien que puissantes, sont elles-mêmes vulnérables à des attaques de drones et à d'autres formes d'agression. Si les attaques contre la base de Memim se sont intensifiées au point de forcer les Russes à évacuer Assad, cela met en lumière des lacunes dans les capacités défensives de cette base pourtant stratégique. Ensuite, Franklin Niamsi aborde un sujet hautement sensible, la désintégration de l'armée syrienne. Selon lui, les commandants de cette armée auraient abandonné le combat, non pas par infériorité militaire face aux terroristes, mais en raison d'une corruption systémique et d'un désaveu interne de la dictature des Assad. Cette interprétation est plausible dans la mesure où la corruption et la lassitude au sein des institutions militaires jouent souvent un rôle décisif dans la chute des régimes autoritaires. Cependant, cette explication mérite d'être nuancée. Les dynamiques internes d'une armée en guerre sont influencées par divers facteurs, notamment la fatigue des troupes, la perte de légitimité du leadership, et les pressions externes. En attribuant l'effondrement de l'armée syrienne à une corruption généralisée, Niamsi met en lumière un problème structurel qui dépasse la simple lutte contre des groupes armés. Cependant, la thèse selon laquelle l'armée aurait été corrompue par des chefs terroristes et leurs alliés occidentaux, notamment Israël et les États-Unis, appelle à un examen minutieux. Les accusations d'ingérence occidentale dans les affaires syriennes ne sont pas nouvelles, mais elles nécessitent des preuves tangibles pour être considérées comme des faits et non comme des conjectures. Par ailleurs, l'idée que Bachar el-Assad aurait refusé une intervention iranienne, selon Niamsi, soulève des contradictions historiques. L'Iran a été l'un des principaux alliés de la Syrie depuis le début de la guerre civile, fournissant un soutien militaire et logistique crucial. Si Assad avait effectivement refusé une aide militaire iranienne dans un moment aussi critique, cela pourrait indiquer des désaccords stratégiques entre Damas et Téhéran, mais cette hypothèse n'est pas corroborée par des faits vérifiables dans le contexte actuel. Un autre aspect clé soulevé par Niamsi est l'idée que les terroristes, soutenus par l'Occident et Israël, auraient pris le pouvoir à Damas. Il va plus loin en affirmant que Mohamed al-Julani, chef présumé du nouveau régime, agit en tant qu'agent d'Israël, facilitant la destruction de l'État syrien. Cette affirmation repose sur une analyse simplifiée de la situation. Al-Julani, leader de l'organisation djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, HTS, a longtemps été en conflit avec Assad, mais rien n'indique de manière définitive qu'il agit au nom d'Israël. Bien que certains analystes aient noté des alignements stratégiques indirects entre des factions syriennes opposées au régime et les intérêts israéliens, l'idée qu'Al-Julani soit un agent israélien nécessite davantage de preuves pour être validée. L'absence de résistance aux bombardements israéliens par le nouveau régime à Damas est un point intéressant soulevé par Niamsi. Cependant, il convient de noter que de nombreux groupes armés en Syrie ont des priorités locales et immédiates, comme le maintien de leur contrôle territorial, plutôt que de s'opposer directement à Israël. L'inaction face aux bombardements israéliens pourrait être interprétée comme un manque de capacité militaire ou de volonté stratégique, plutôt que comme une complicité active. La conclusion implicite de Niamsi, selon laquelle la chute d'Assad aurait été orchestrée par une coalition occidentale et israélienne utilisant des groupes terroristes comme intermédiaires, s'inscrit dans une vision géopolitique qui trouve un écho dans certains cercles panafricanistes et anti-impérialistes. Cette perspective, bien qu'intéressante, nécessite une analyse critique approfondie. Elle tend à attribuer un rôle central aux puissances occidentales dans des dynamiques internes complexes, parfois au détriment d'une compréhension nuancée des acteurs locaux. En fin de compte, les propos de Franklin Niamsi offrent une perspective provocante sur la chute présumée de Bachar el-Assad. Cependant, cette analyse soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Elle met en lumière les défis inhérents à l'interprétation des événements géopolitiques, où les faits se mêlent souvent à des récits idéologiques. Une approche critique et équilibrée exige de confronter ces affirmations à des sources indépendantes et à des preuves concrètes,
tout en reconnaissant la complexité des enjeux en jeu.